Tous les champions de l'UFC ne sont pas faits du même bois. Certains sont parés pour l'action quels que soient les adversaires, tandis que d'autres ont une approche un petit peu plus méticuleuse lorsqu'il s'agit de matchmaking. Ce n'est pas tant que l'UFC en a grand chose à faire de ce que veut faire ou pas un combattant, mais un champion a de quoi mettre des bâtons dans les roues de la promotion s'il y a un adversaire qui ne veut vraiment pas affronter. D'ailleurs, ne pas vouloir un challenger spécifique ne veut pas dire que le champion a tort, souvent il a d'ailleurs de bonnes raisons, mais aussi bonnes soient-elles, si l'UFC a envie que le combat ait lieu, il aura généralement lieu, et c'est d'ailleurs le cas de plusieurs combats sur cette liste. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser un champion à refuser un challenger, et pour ce que ça vaut, c'est aussi le résultat d'une politique sportive parfois un petit peu bancale de la part de la promotion. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 combats qu'un champion de l'UFC a refusé. Numéro 10, Aljamain Sterling contre Merab Dvalishvili. S'il y a bien une chose que Dana White adore, c'est quand des amitiés entre combattants l'empêchent de faire avancer ses divisions. C'est ironique bien sûr, Dana déteste ça, il a une haine viscérale de l'amitié entre combattants qui me fait parfois questionner où il en est dans sa vie personnelle. L'UFC a une longue histoire de combattants qui refusent de s'affronter du fait de leur proximité, et sur un plan humain, c'est un peu difficile de critiquer ça. Si vous êtes amis, si vous vous entraînez quotidiennement ensemble, ça peut évidemment être un sujet un petit peu délicat. Daniel Cormier ne voulait pas affronter Cain Velasquez, Anderson Silva ne voulait pas affronter Jacare Souza, mais si, pour ces deux cas, les choses se sont réglées assez naturellement, pour Aljamain Sterling et Merab, ça a été un petit peu plus complexe. Merab a été le challenger légitime à la ceinture de son partenaire d'entraînement pendant très longtemps. Selon moi, il l'est à peu près devenu après sa victoire contre José Aldo en 2022, mais il lui a fallu 2 années de plus avant de combattre pour la ceinture. Sterling est donc son partenaire d'entraînement et son meilleur ami, et les deux hommes ont toujours refusé de croiser le fer. Dana White n'a pas bien pris ce refus, et ce qui ressemblait un peu à une petite prise en otage de sa division des poids coqs, et il a envoyé Merab au charbon contre Petroyan puis Henry Cejudo, 2 combats que le Géorgien a remportés assez largement. Une fois que Sterling a perdu la ceinture, la route était dégagée pour Merab qui a tout de même dû attendre que Marlon Vera combatte pour un titre, ce qui était un petit peu ridicule si on est sincère. Numéro 9, Leon Edwards contre Colby Covington. Voilà un exemple de refus où je ne blâme pas le champion du tout. Leon Edwards avait toutes les raisons du monde de ne pas vouloir affronter Colby Covington, au-delà du fait que Colby n'était absolument pas méritant. Rarement un combat n'a autant illustré la différence de traitement entre certains athlètes que celui-ci. Leon a dû cravacher pendant de longues années avant d'enfin obtenir un combat pour la ceinture de Kamaru Usman, et en face de lui se trouvait Colby Covington, le représentant officiel du Dana White Privilege, qui a obtenu opportunité après opportunité tout au long de sa carrière. Évidemment, l'UFC a fini par mettre le combat en place quoi qu'il arrive, mais c'était clairement contre la volonté de son champion. Il faut dire que Dana a laissé flotter des phrases comme « on va rendre la ceinture vacante », ce qui a une tendance assez impressionnante à remettre tout le monde dans le rang. Leon Edwards, lui, voulait être un petit peu plus patient et il avait plutôt ses yeux sur le combat entre Jorge Masvidal et Gilbert Burns. En effet, il y a un passif énorme entre lui et Gamebred, et si ce dernier venait à battre Burns lors de l'UFC 287, un affrontement entre les deux hommes serait assez colossal. Une fois que Masvidal s'est fait complètement surcasser par le Brésilien, en revanche, Leon a commencé à évoquer un combat contre Belal Muhammad. Les deux hommes ont un parcours très similaire et Belal était largement le challenger le plus méritant, mais l'UFC n'avait des yeux que pour Colby et sa faculté à vendre un combat. Colby se moquera du décès du père de Leon Edwards et l'anglais se vengera avec 5 rounds de low kick et de jab pour conserver son titre et mettre définitivement un terme aux aspirations de ceinture de Covington, c'est ce qu'on espère en tout cas. Numéro 8, Nicco Montagno contre Valentina Shevchenko. Je ne vais pas mentir, si j'avais été une poids-mouche féminine en 2018, je ne suis pas sûr que j'aurais eu envie d'affronter Valentina Shevchenko non plus. Quand la division des 56 a été créée, l'UFC a monté une saison entière de The Ultimate Fighter pour couronner sa championne inaugurale. Mais absolument tout le monde savait bien que Valentina attendrait la vainqueur du show avec impatience. Elle en avait parlé après sa défaite contre Amanda Nunes, un combat qu'elle aurait dû gagner d'ailleurs, et vu le niveau affiché par les participantes de TUF, il était un peu attendu qu'elle ne fasse qu'une bouchée de la future vainqueur. Lorsque Nicco Montagno a remporté la ceinture contre toute attente, c'était un peu comme si le grand méchant loup attendait un des 3 petits cochons, sauf que cette fois-ci il n'y avait pas de maison en briques ou je ne sais pas quoi, c'était un octogone et il y avait une assassin qui attendait une combattante qui était encore très inexpérimentée. Mais le combat a tardé à se matérialiser, il a tellement tardé d'ailleurs que Valentina est allée sur les réseaux sociaux pour accuser Montagno de l'éviter en s'inventant des blessures, ce qui, je dois être honnête, avait un peu l'air d'être le cas. Un an après avoir remporté la ceinture, Nicco est enfin programmé pour affronter Valentina à l'UFC 228, mais la veille de la pesée, elle est hospitalisée pour des complications liées à la perte de poids, et la ceinture lui est immédiatement retirée. Une autre vidéo pourrait être appropriée pour parler de Nicco Montagno et des complications psychologiques qui ont empoisonné toute sa carrière, mais même si je n'aime pas remettre en cause la bravoure d'un ou une combattant, je ne pense pas qu'elle ait véritablement eu envie d'affronter Valentina à l'époque. Numéro 7, John Jones contre Thomas Spinal.
Il aura fallu 1 an et demi à Jon Jones pour enfin défendre sa ceinture contre Stipe Miocic, et qui sait combien de temps il faudra pour que Tom obtienne son combat. Dana White continue les promesses, et même si je reste assez confiant que cet affrontement aura lieu cette année, bon Dieu que Jones a joué avec les mots pour ne pas affronter l'anglais. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de Stipe, de sa carrière et de lui humainement d'ailleurs, mais il n'avait pas sa place dans l'octogone lors de l'UFC 309. Jon Jones a continuellement répété que Stipe était un plus gros combat, que Tom ne méritait pas de l'affronter pour la ceinture, mais il faut rappeler quand même que la dernière fois que Miocic a remporté un combat, Aspinall n'était même pas à l'UFC. Surtout, l'anglais a une ceinture intérimaire entre les mains, qui devrait quand même en théorie lui garantir 2 combats pour le titre incontesté. Bref, on sait que c'est Jon Jones, on sait qu'il a probablement plus de levier que les autres combattants, mais toute cette situation est un petit peu ridicule. Ça fait 1 an et demi que Tom Aspinall est champion intérimaire, et plus le temps passe, plus on a l'impression que Jones est tout simplement peu confiant en ses propres capacités, ce qui est absolument assourdissant vu qu'on parle de Jon Jones quand même, mais c'est l'effet que ça fait. Je ne pense pas qu'il a peur d'Aspinall à titre personnel, et je pense sincèrement que c'est une question financière pour ce qui pourrait être le dernier combat de sa carrière, mais Tom est le challenger légitime, il l'est depuis très longtemps, et le fait que le nom d'Alex Pereira soit sorti plusieurs fois de la bouche de Bones ces derniers temps laisse songeur sur le fait que Tom Aspinall ait un jour droit à cette chance ou pas. Numéro 6, Georges St-Pierre contre Johnny Hendricks. Georges St-Pierre a affronté Johnny Hendricks lors de l'UFC 167, mais il a aussi refusé de l'affronter par 2 fois. Après sa victoire contre Carlos Condit en 2012, la presse a demandé au Canadien si Johnny Hendricks, présent sur la même carte que lui, était bien le prochain challenger à la ceinture. Johnny était sur une série de 5 victoires et il avait battu plusieurs anciens challengers au titre. D'un point de vue sportif, il n'y avait que lui qui avait du sens, mais c'est là que St-Pierre a pris tout le monde à contre-pied. Il a commencé par expliquer qu'Hendricks n'était pas si méritant que ça parce que selon lui, il aurait dû perdre son combat contre Josh Koscheck. Ce n'était pas complètement faux, mais un peu ironique quand on sait comment le combat entre St-Pierre et Hendricks allait se finir. Au lieu de l'affronter lui, Georges a suggéré un combat contre Nick Diaz, qu'il voyait comme un adversaire plus difficile, mais surtout un plus gros nom et l'occasion d'offrir aux fans ce qu'il voulait. Je ne vais pas mentir, Hendricks n'a pas obtenu de gros soutien dans sa quête d'obtenir ce combat plutôt que Diaz, mais la logique du champion était un petit peu étrange, parce que Nick venait aussi de perdre contre Carlos Condit, et donc l'argument du sportif ne se tenait pas vraiment. À l'UFC 158, Georges St-Pierre bat Nick Diaz et Johnny Hendricks bat Carlos Condit, ce qui a alors rendu inévitable un combat entre les deux hommes. Mais après leur affrontement très controversé de l'UFC 167, Georges décide de se retirer du sport. Il a invoqué des raisons personnelles et la nécessité de prendre une pause avec le sport, mais du point de vue des fans, c'était difficile de ne pas penser qu'il ne voulait tout simplement pas accorder de revanche à Hendricks, qui aurait dû quitter Las Vegas avec la ceinture de champion du monde. Ce combat a aussi été l'occasion d'une confrontation sur le sujet du dopage, les deux hommes se renvoyant la balle à une époque où il y avait pas mal de débats sur les organismes effectuant les tests. Bref, beaucoup d'histoires différentes entourent le combat entre les deux hommes, mais ce qui est sûr, c'est que GSP n'a pas toujours été très chaud pour affronter Johnny Hendricks. Numéro 5, Demetrius Johnson contre TJ Dillashaw. La pression était grande pour Demetrius Johnson en 2017. Il n'était qu'à une victoire de battre le record de défense de ceinture de l'UFC, mais il était en conflit ouvert avec la promotion qui menaçait de fermer sa division un peu toutes les 4 matins. En plus d'être sous-payé et mal considéré par l'UFC, Dana White a voulu lui imposer un combat contre TJ Dillashaw. Dillashaw était champion des poids coqs et il voulait tenter l'aventure chez les mouches, mais cela posait plusieurs problèmes à Demetrius. Déjà, il ne pensait pas que Dillashaw puisse faire le poids et un éventuel cash weight ne lui aurait pas permis de battre le record après lequel il courait. Ensuite, il voulait des garanties financières pour affronter Dillashaw, un meilleur salaire pour commencer, mais aussi des points de pay-per-view dans son contrat, ce qui frôle le ridicule, puisqu'on se rend compte qu'après avoir défendu sa ceinture 10 fois, il n'avait toujours pas de points de pay-per-view garantis. Même si ces demandes ont fortement agacé Dana White, force est de constater qu'elles n'étaient pas vraiment surréalistes. Dana n'était pas prêt à offrir à Demetrius ce qu'il voulait, donc Johnson n'a pas accepté le combat, ce qui a suffi au président de l'UFC pour s'embarquer dans une campagne diffamatoire à l'encontre de son champion du monde. À la place de Dillashaw, Demetrius a affronté Ray Borg à l'UFC 216, battant le record d'Anderson Silva et inscrivant son nom définitivement dans l'histoire du sport. D'ailleurs, il n'avait pas complètement tort sur la capacité de TJ de descendre d'une catégorie de poids. Dillashaw y a certes parvenu en 2019, mais non seulement il a eu besoin de se doper, mais il était en plus évident que ça lui avait coûté beaucoup trop d'énergie pour qu'il soit en état de combattre. Numéro 4, Germaine de Randamie contre Chris Cyborg.
Il y a eu un grand total de 7 combats de ceinture dans l'histoire de la très éphémère catégorie des poids plumes féminines. Cette catégorie a été créée pour Cris Cyborg, qui est arrivée dans la promotion avec une grosse expérience et beaucoup de hype derrière elle. Mais à la fin de l'année 2016, une potentielle histoire de dopage a retardé le combat de ceinture de la brésilienne et l'UFC a annoncé que le titre inaugural serait disputé entre Holly Holm et Germaine de Randamie. La poids-coque hollandaise a quitté l'UFC 208 avec la ceinture et une victoire par décision très controversée, mais ce qui allait encore faire plus parler, c'est son refus d'affronter Cyborg. Elle a invoqué son passif avec le dopage et l'a accusé d'être une tricheuse, ce qui était selon elle la raison pour laquelle elle ne voulait pas de ce combat. Les fans ont accusé Germaine de simplement vouloir éviter d'affronter Cyborg par peur de perdre sa ceinture, mais malgré les tentatives de conciliation de l'UFC, de Randamie n'a jamais accepté le combat. Malheureusement pour elle, elle n'était pas exactement un gros nom pour la promotion et Dana White n'allait pas la laisser se mettre en travers de la trajectoire dorée de Cyborg. L'UFC a tout simplement retiré sa ceinture à Germaine en juin et a annoncé qu'elle serait remise en jeu le mois suivant. Cyborg a battu Tonya Evinger par TKO et elle est devenue championne des poids plumes de la promotion. Dana pensait peut-être qu'il se faisait une faveur, mais sa relation avec la brésilienne allait lui apporter son lot de problèmes aussi. Numéro 3, Tyron Woodley contre Colby Covington. Pour une fois dans sa carrière, ce n'est pas Colby Covington qui a fui un combat, mais bien Tyron Woodley. Et surtout, pour une fois, Colby méritait vraiment sa chance au titre. Alors que Tyron Woodley venait de défendre sa ceinture contre Demian Maia, l'UFC lui a proposé 2 combats de Colby à l'UFC 219. Covington était sur une série de 5 victoires, il venait lui-même de battre Demian Maia et après son discours contre le Brésil, sa popularité avait grimpé en flèche. Woodley a refusé le combat parce qu'il avait ses yeux sur des adversaires un peu plus prestigieux comme Nate Diaz et même un certain Georges Saint-Pierre. Mais vu la relation entre Woodley et Dana White, c'était très peu probable que le patron de l'UFC lui offre une opportunité de cette envergure et incapable de trouver un accord avec son champion, Tyron n'a pas défendu sa ceinture pendant presque 1 an, ce qui a poussé l'UFC à créer un titre intérimaire que Colby a remporté. Le combat ne s'est pas fait parce que Colby s'est blessé, mais après que Woodley ait battu Terence Hill, l'UFC a une nouvelle fois voulu le faire combattre Covington à l'UFC 233, mais Woodley aurait de nouveau décliné l'offre, les versions s'opposent, et la soirée a tout bonnement été annulée. Difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire, mais Colby a pu avoir un avant-goût de ce qu'il a fait subir à la division pendant plusieurs années, et on va pas nécessairement le plaindre. Les deux hommes se retrouveront dans l'octogone en 2019, mais Woodley n'était déjà un peu plus que l'ombre de lui-même. Numéro 2, Jon Jones contre Chael Sonnen. Encore un exemple de combat qui a fini par avoir lieu quelques années après, mais pour le coup, je dois dire que Jon Jones avait tort de ne pas l'accepter la première fois. Un combat entre Jon Jones et Dan Anderson devait se tenir lors de l'UFC 151. 10 jours avant l'affrontement, Anderson doit se retirer de l'événement à cause de plusieurs blessures. Après avoir essuyé quelques refus, l'UFC arrive à convaincre Chael Sonnen d'affronter Jon Jones et propose à Bones de l'affronter en remplacement à Don Anderson. Pour rappel, Chael Sonnen était un poids moyen qui sortait d'une défaite contre Anderson Silva et même si tout est possible dans le MMA, il n'allait probablement pas poser de problème à Jones. Mais contre toute attente, le champion a décidé de refuser le combat. Une décision qui a surpris tout le monde et a forcé Dana White à annoncer l'annulation de l'UFC 151 dans son intégralité. Une première à l'époque dans l'histoire de la promotion, et il faut dire que d'habitude, en cas d'annulation d'un combat principal, l'UFC rafistole quelque chose et ça passe, mais là, le reste de la carte était bien trop pauvre pour tenir sans son combat principal. Mais pourquoi Jones a refusé ce combat? La raison officielle, c'est que son entraîneur Greg Jackson lui aurait soufflé qu'il trouvait le timing trop court pour se préparer convenablement à un adversaire d'un style différent. Mais l'histoire qui circule le plus est que vu que Dan Anderson et Chael Sonnen étaient coéquipiers, Jones et son camp pensaient que Chael était au courant de la blessure de Dan depuis longtemps et qu'il se préparait en anticipant qu'il serait le remplaçant choisi. Je ne vais pas faire dans le détail, mais au vu des dynamiques des divisions, c'était hautement improbable, surtout que Chael n'était pas le premier combattant contacté par la promotion pour remplacer Dan. Bref, ce refus a servi de base à une saison entière de teuf et un affrontement entre les deux hommes 1 an plus tard que Jones a remporté dans le premier round sans le moindre souci, ce qu'il aurait probablement également pu faire 1 an auparavant si je suis honnête. Numéro 1, Tito Ortiz contre Chuck Liddell. La rivalité entre Tito et Chuck est l'une des plus importantes de l'histoire du MMA et elle a été grandement alimentée par le refus répété de Tito d'affronter son ancien ami. Après avoir défendu sa ceinture contre Ken Shamrock à l'occasion de l'UFC 40, il était évident que Tito allait devoir affronter Chuck, ou du moins, c'était le seul combat qui avait du sens. Mais Tito Ortiz a refusé cet affrontement plusieurs fois, il maintient à ce jour que c'était une question d'argent, mais il est assez communément accepté qu'il a simplement évité un combat qu'il savait qu'il allait perdre. Après tout, les deux hommes se sont entraînés ensemble
et ils devaient à peu près connaître leur niveau respectif. Tito était populaire, mais Choc le devenait encore plus et l'UFC a décidé de créer une ceinture intérimaire pour forcer la main d'Ortiz. Malheureusement pour la promotion, Randy Couture a battu Choc puis Ortiz et la rivalité n'avait soudainement plus de ceinture en jeu. Chuck et Tito se sont finalement affrontés à l'occasion de l'UFC 47 et le Iceman a prouvé qu'il était bien le meilleur combattant des deux depuis tout ce temps. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai hésité à mettre aussi la saga Bisping qui attend le combat contre Georges Saint-Pierre et qui évite tout le monde, mais voilà, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'hab, et nous, on se reparle bientôt, salut tout le monde.